Bonjour, vous êtes à l'écoute de la balado-diffusion de Ça marche doc. Mon nom est Clémence Mercil et je suis la nouvelle chargée de projet de Ça marche doc. Ça marche doc est un organisme dont la mission est de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, au transport collectif et actif et à la lutte au changement climatique. Depuis 2016, nous organisons des marches de groupe réunissant souvent près de 100 personnes et accueillant des invités, que ceux-ci soient des médecins, des urbanistes, des politiciens ou autres. Malheureusement, en raison de la COVID-19, ces marches de groupe ont dû être mises sur la glace. Nous avons donc décidé de développer un nouveau concept de marche en temps de pandémie. Celui-ci vous invite à aller marcher à l'endroit de votre choix, seul ou avec votre cellule familiale. Puis, vous pouvez aller remplir le formulaire sur samarchedoc.org pour courir la chance de gagner l'un de nos prix de présence hebdomadaire ou grand prix de fin de saison. Ce nouveau concept vous propose aussi une balado-diffusion à chaque semaine dans laquelle nous aborderons différents sujets liés à la santé, à l'activité physique et à l'aménagement du territoire. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice de Ça marche doc, et moi-même, nous vous présentons une discussion sur l'aménagement des régions entre le Dr Jean-Luc Dupuis de la Clinique de médecine familiale de la Malbaie dans Charlevoix et David Paradis, urbaniste à Vivre-en-Ville. Alors, ma perception entre l'urbanité et la ruralité concernant l'activité physique m'a amené à réfléchir là-dessus, puis à penser que l'évolution des 10-20 dernières années s'est faite beaucoup par les groupes de pression et les activistes de ville. S'ils n'avaient pas été là, je ne pense pas que les villes auraient dépensé des sommes supplémentaires, comme à Montréal, sur les pistes cyclables et les sentiers, parce que depuis 30 ans, on est passé d'une ville dominée par l'automobile à une ville dominée par le cyclisme à Montréal, puis la construction d'endroits où est-ce que les gens pourraient marcher, que ce soit à Québec, la promenade Champlain, ou les autres endroits, le Mont-Royal. Cependant, dans le milieu rural, c'est une toute autre dynamique qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'activisme dans les ruralités. Ou s'il existe, il est très peu écouté par le milieu municipal. Avec un préjugé qui est là depuis toujours, on est en campagne, donc on sait où aller bouger, on part de notre cour, on n'a pas besoin, nous autres, d'élaborer des gros schémas d'aménagement pour offrir aux générations qui s'en viennent des espaces de marche. Actuellement, les municipalités n'ont pas évolué vers une anticipation, une proactivité pour inclure dans leur schéma d'aménagement des investissements. Puis ils n'ont pas été suivis aussi par l'Union des municipalités du Québec, qui est pourtant un organisme excessivement puissant, qui n'a pas fait sien la santé des Québécois dans leur municipalité, ou leurs espaces verts, la protection de la forêt, la mise en valeur de sentiers. Tout ça, actuellement, est sous l'égide d'un bénévolat rural. Les gens qui habitent en campagne, et je suis originaire de la campagne, fréquentent la campagne comme les urbains fréquentent la campagne. Autrement dit, on va s'établir dans les villages, dans les petites villes, parce que c'est un milieu fort agréable notamment pour le paysage, pour le cadre naturel, mais au bout du compte, nos milieux de vie, ils tournent le dos la plupart du temps à ces grands espaces-là. On n'a pas encore réussi dans les villages et les petites villes à s'approprier le milieu dans lequel on se trouve à travers des investissements publics qui vont nous permettre d'en profiter pour vrai. Autrement dit, pas de partir en voiture de chez soi, mais de pouvoir justement aller derrière chez soi ou pas très loin, à pied ou à vélo directement. Et un des éléments, je crois, qui est responsable de la chose, c'est que, bon, c'est vrai, hein, dans les milieux urbains denses, il y a beaucoup de monde, mais ça implique que les municipalités ont beaucoup d'argent, davantage d'argent parce que les revenus des municipalités sont tirés des taxes foncières, hein, et on est capable de les réinvestir dans des espaces publics, dans une diversité d'espaces publics, puis dans des grands réseaux, des réseaux de parcs, puis de réinvestir le littoral. Puis dans les campagnes, on n'a pas nécessairement ces fonds-là encore. On a tous un peu notre terrain, mais on n'a pas encore passé le cap du « et si on allait connecter nos villages et nos villes avec l'arrière-pays par des grands réseaux à différentes vocations, notamment
touristique, mais tout simplement récréatif et voire utilitaire aussi. Cet arrimage-là, il n'est pas encore fait. Et pourtant, je crois que les effets de ces grands réseaux pourraient être ultra bénéfiques sur la population, tant d'un point de vue physique pour nous inciter à l'utiliser à d'autres fins, mais aussi, je pense, d'un point de vue social. Là, c'est des lieux de rassemblement, c'est des lieux de puis les rassemblements, c'est ça qui nous amène à faire aussi, je pense, de l'exercice puis de faire des activités. On est toujours plus difficile, moins motivé quand on est seul d'aller investir ces espaces-là, mais s'ils existaient, s'ils pénétraient nos milieux de vie, on pourrait tout simplement les utiliser plus spontanément. On est une petite poignée de médecins qui s'intéressent à l'aspect de l'activité physique dans la promotion de la santé. On n'est pas un gouvernement de la santé, on est un gouvernement qui traite des maladies. Et ça m'a pris une partie de ma carrière pour m'apercevoir que je n'étais pas un médecin qui s'occupait de la santé. Je m'occupais de guérir et d'améliorer ou de prévenir des maladies. Alors, actuellement, est-ce qu'on est aux confins pour qu'il y ait une synergie des groupes de pression puis dire au gouvernement québécois, vous êtes responsable de la santé des Québécois, allez-vous engloutir des milliards constamment pour traiter des complications, des maladies que les gens produisent eux-mêmes? Ou allons-nous, à partir de générations plus jeunes et d'une circonstance qui est la pandémie, amorcer un virage où est-ce que le plaisir de bien manger, le plaisir de faire de l'activité physique, ça réunit les gens. Ça ne les isole pas, ça les réunit. Oui, puis je pense que les gens attirent les gens si on met en place ce qu'il faut pour qu'on adopte justement des habitudes comme d'aller se promener, d'aller courir, de faire notre jogging, peu importe. De faire notre promenade à vélo pour différentes raisons. Ça donne l'idée à d'autres personnes de faire de même. Une rue, une place publique qui est fréquentée par plein de gens, c'est là où les gens veulent aller. Évidemment, en période COVID, c'est toujours un peu paradoxal parce qu'on cherche à ne pas se rassembler, mais tout ça va se terminer éventuellement, fait qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faudrait pas tout aménager en fonction d'être de plus en plus loin les uns des autres. Au contraire, je pense qu'il faut continuer à aménager pour le plus grand nombre. Mais plus on investit pour les piétons et les cyclistes, plus il y a de piétons et cyclistes, et plus il y en a, plus on a envie d'en aménager encore plus et de déployer ces réseaux, ces espaces verts qui vont toujours être plus invitants et attirants et positifs pour nos habitudes de vie. Ce que j'ai vu durant la pandémie dans Charlevoix, c'est beaucoup de monde qui ne marchait pas, qui marche. Ça, j'ai vu ça et j'ai vu un autre phénomène qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que ça fait des années qu'on disait aux gens, faites attention sur la route provinciale le soir, portez des réflecteurs parce que ça augmente votre risque. Et dernièrement, j'approchais de la Malbaie et j'ai dû voir 10 personnes marcher le soir avec des lampes de poche et des bandes signalisantes. Alors, j'ai l'impression actuellement qu'il y a une amorce dans cette pandémie-là, d'un changement post-pandémie vers quelque chose qui s'intégrerait dans la vie des citoyens. Le confinement, les mesures de distanciation, ça a été un peu comme un miroir. Hein? Ça nous a montré quel était notre mode de vie, puis ça nous a montré comment on aménageait nos milieux de vie, et à quel point ils étaient inappropriés, je crois, pour supporter c'est un mode de vie physiquement actif, sécuritaire et spontané. Puis ce que vous dites sur les réflecteurs, si on est obligé, si on est rendu là, c'est parce que nos milieux ne sont pas nécessairement sécuritaires, ils ne sont pas nécessairement designés, ils ne sont pas conçus pour nous permettre d'effectuer nos activités sans crainte. Puis je pense qu'on devra probablement profiter justement de cette prise de conscience-là pour revoir nos priorités quand va venir le temps de réaménager nos routes. Mais l'ensemble de nos rues, souvent, hein, quand on a des travaux dans une municipalité, vous allez voir, il faut qu'on fasse notre aqueduc, notre égout dans les prochaines années. On va tout éventrer, puis on va refaire nos rues de la même manière, mais c'est peut-être l'occasion de redonner beaucoup d'espace, justement, pour ces déplacements actifs qui vont nous permettre d'adopter un mode de vie plus sain physiquement, par exemple, en accordant plus de place aux piétons puis aux cyclistes dans nos rues. Moins de place aux voitures, ça ne les empêchera pas de circuler, mais tu sais, question de les ralentir, que ce soit encore mieux. Plus de place à la végétation aussi pour faire en sorte que ces réseaux-là soient plus agréables et convoités à différentes fins. Et puis, au-delà des déplacements récréatifs de grandes promenades, c'est une occasion, je pense, de lier entre elles différentes activités qu'on retrouve dans nos milieux de vie, nos écoles, nos commerces, nos équipements communautaires, puis de les relier par des réseaux verts qui vont être des réseaux de déplacement actifs qu'on pourra utiliser
le jour pour aller à l'école ou faire nos petites courses et en même temps en profiter pour faire quelques minutes de déplacement récréatif à une autre échelle, puis être une porte d'entrée vers cet arrière-pays-là qu'on a à côté. Je pense que l'occasion se présente continuellement dans le milieu municipal à travers les investissements qui sont effectués pour les infrastructures. Mais la COVID vient mettre en lumière le fait que ce n'est pas très adapté à ça, mais va peut-être accélérer par la suite le changement, justement. Donc, des fois, une crise, aussi désagréable soit-elle, permet d'accélérer les modifications qui peuvent être bénéfiques par la suite. Quand on revient à l'aspect économique des investissements gouvernementaux au niveau municipal, dans ma tête à moi, il n'y a aucune différence entre investir dans le bitume par rapport à reprendre des schémas traditionnels d'aménagement des routes. Chaque projet dans les milieux ruraux devrait être analysé sous l'œil de non seulement la verdure, oui, beaucoup la verdure, mais aussi la nouvelle fonctionnalité concernant l'activité physique des gens. Ce test santé que devraient passer les investissements, je trouve ça super intéressant. Il devrait toujours, à la fois un investissement routier ou n'importe quel investissement municipal devrait passer le test santé pour être sûr que les effets vont être les bons. De toute façon, moi, je ne peux qu'accepter, qu'approuver et que rêver du fait que nos routes soient rétrécies à certains endroits, surtout lorsque d'autres alternatives existent, d'autres tracés existent, pour être capable de récupérer des lieux qui sont d'un grand intérêt pour l'ensemble de la population, comme les bords de mer, les bords de fleuves, les bords de rivières et autres intérêts naturels de cette nature-là. D'autant plus que ces réaménagements-là, je crois qu'ils sont bénéfiques pour l'économie. On doit convaincre les citoyens aussi de changer leur façon de faire, par exemple, de ne pas nécessairement se rendre en voiture au centre d'achat pour n'importe quoi, alors que des fois, il est accessible à distance de marche et à distance de vélo. Et ce qu'on s'aperçoit partout, que ce soit en ville ou même dans la banlieue, puis j'oserais croire que ce serait la même chose dans les villages, les petites villes de région, c'est que cette transformation des lieux intéressants amène un changement de mode de vie, mais un changement de clientèle aussi. Et c'est dans l'intérêt des commerçants aussi d'aller chercher cette clientèle-là, cette clientèle de cyclistes, cette clientèle de promeneurs. Et donc, la perte d'espace dédié à l'automobile n'est pas négative pour autant. C'est une réinvention de notre façon de vivre, de notre économie. Et c'est bénéfique partout où ça se produit, partout sur la planète. Donc, je ne peux qu'approuver une telle intention de faire passer un test santé à l'ensemble de nos investissements. Nos deux spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. En tant que citoyen, on a une voix auprès des conseils municipaux. Et si la santé, les saines habitudes de vie, le mode de vie physiquement actif, ça vous interpelle, là, si vous voulez que vos enfants jouent davantage, si vous voulez vous déplacer en sécurité pour différentes raisons, il faut le faire savoir aux conseillers municipaux et il faut que ces informations percolent jusqu'aux urbanistes qui sont responsables de la préparation des plans d'urbanisme et de la réglementation qui s'ensuit et nécessairement des plans d'investissement par la suite. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire changer les choses si on se fait entendre puis on signale que c'est des préoccupations qui sont importantes pour nous. Eh bien, moi, en tant que médecin, je pense que les médecins devraient utiliser plus leur autorité morale et leur leadership dans le changement du paradigme qui s'en vient, dans le but de secouer la classe politique et d'investir plus dans la promotion de la santé et, je ne dis pas moins, dans le traitement des maladies. Il y a des moyens de prévenir des coûts de la santé de façon faramineuse par des techniques d'intervention sociale, de prévention, de contrôle des infections. Et je pense que concernant la santé des Québécois, il faut basculer dans un paradigme nouveau puis se servir du momentum de la pandémie pour le faire. Il est maintenant temps de découvrir un nouveau sentier hivernal avec Isabelle Vaillancourt. Salut tout le monde! Cette semaine, je vous amène à la base plein air de Sainte-Foy à Québec, dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Même si l'endroit se trouve en milieu urbain, on a vraiment l'impression d'être en pleine nature. C'est 123 hectares qui ont été aménagés autour de 2 lacs qui ont été formés à la suite de l'exploitation d'anciennes gravières dans ce coin-là.
D'abord, dès votre arrivée, et surtout si votre dernière visite à la base remonte à il y a longtemps, vous allez vraiment être impressionné par les changements qui ont été apportés au site ces dernières années. Le tout nouveau pavillon d'accueil est en bois, puis vraiment, c'est très lumineux, ça vaut le détour. Je vous donne aussi un petit scoop. Les toilettes sont accessibles directement de l'extérieur du pavillon, donc il n'y a pas besoin de rentrer à l'intérieur du pavillon. Ça, c'est pas négligeable, surtout en temps de pandémie. Il y a plusieurs activités qui sont possibles sur le site, mais celles qui demandent la location d'équipement, il faut réserver. Si vous avez besoin de raquettes de ski de fond, pour la marche, ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment très agréable de marcher à cet endroit-là. Le site est vaste, ça c'est à pas négliger encore une fois en temps de pandémie. Puis après votre 2 km, vous pouvez revenir vous réchauffer à côté d'un bon feu à l'extérieur, tout près du pavillon d'accueil. Alors bonne marche, on lâche pas et on se dit à la semaine prochaine. Bye! C'est maintenant l'heure de ma propre chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour aller marcher en fonction des divers aléas de la météo au Québec. Cette semaine, je vous parle du manque de visibilité. Au Québec, plusieurs raisons peuvent causer de telles conditions. Que ce soit en raison de la noirceur, surtout en hiver lorsqu'il fait noir à partir de 17h, une tempête de neige ou un brouillard, il faut s'assurer de marcher de manière sécuritaire. Bien sûr, la manière la plus sécuritaire est d'éviter de marcher dans ces conditions et de sortir à un autre moment. Néanmoins, cela n'est pas toujours possible, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de manière sécuritaire? Comme nos spécialistes l'ont mentionné dans leur discussion plus tôt, il faut s'assurer d'être visible. Il ne faut pas porter de noir lorsque nous sortons la nuit, mais plutôt des couleurs pâles. De plus, nous devrions avoir des bandes réfléchissantes sur nos vêtements ou avoir des lampes de poche afin de se faire voir facilement et de loin. Finalement, si nous allons marcher dans de telles conditions, nous devrions aussi choisir nos endroits. Ainsi, il est important d'éviter les rues passantes et où les voitures roulent rapidement. De plus, si cela est possible, nous devrions choisir une rue ayant des trottoirs, ou même mieux, un sentier pédestre ou un parc où il n'y a pas de voiture. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!